Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse Vie Astel, évidemment. Ce soir, je vous propose un pendant le 20h très politique. Deux débats que vous avez eu l'occasion de voir précédemment. Nous revenons sur les primaires de la droite et du centre et nous analysons l'intérêt des sondages aujourd'hui. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse Vie Astel, évidemment. À l'orée des grands rendez-vous électoraux, les livres dits politiques encombrent les étagères de nos plus belles librairies. Quelques exemples. Un président ne devrait pas dire ça. Le brûlot de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur la présidence Hollande est à plus de 90 000 exemplaires vendus. Le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, l'histoire inédite de la présidence Sarkozy, a dépassé les 100 000 exemplaires. Ajoutons à cela évidemment les livres programmatiques et terriblement ennuyeux, avouons-le, des politiques eux-mêmes, Sarko, Le Maire, Juppé, Fillon, voire même Taubira, la rescapée de la gauche, en librairie. Il pensait tout de même pour Archipel, l'éditeur d'Hervé Mariton, pour son Printemps des Libertés qui s'est vendu à 1200 exemplaires. C'est ce qu'on appelle une catastrophe d'édition ou une édition catastrophique. Je vous laisse le choix de l'expression. Ça va être un débat rapide, court, intense, musclé, je l'espère. Mieux, c'est meilleur comme ça. Primaire, modèle démocratique ou arme de division interne. L'élection présidentielle française de 2017 est la première à être précédée d'autant d'élections primaires dites ouvertes. Concernant la primaire de la droite et du centre, elle a rassemblé près de 4 millions de votants, autant de téléspectateurs dans les débats, de finalistes, Fillon, Juppé. D'ailleurs, ce soir, il y a un débat entre les deux. Mais au-delà de l'intérêt suscité dans l'immédiat, cela va-t-il laisser des traces? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Finalement, est-ce que c'est une arme utilisable dans la Ve République telle que l'a voulu le général de Gaulle, Sébastien? Ouh là là, les références, le général de Gaulle. On sait que le général de Gaulle, c'était pas nécessairement, en tout cas à l'origine, quelqu'un qui appréciait particulièrement les partis. Il s'en défiait, Au-dessus des même partis. si ensuite... C'est l'essence de la Ve République. Même d'ailleurs. si ensuite, effectivement, le RPF a été un outil bien utile, hein, et d'ailleurs a assis l'image du parti présidentiel qu'on a retrouvé par la suite. Non, certainement. Bien sûr que ce n'était pas prévu à l'origine, hein, c'est cet exercice de la primaire. Maintenant, je trouve quand même que, pour moi, ce n'est pas si anachronique, décalé que ça, à partir du moment où, comme je vous le dis, hein, le général était quand même dans l'idée il faut réussir à faire émerger l'homme, et il y est question de l'homme à travers la primaire. Alors, arme de division interne ou outil terriblement démocratique? Moi, Bah, démocratique, oui, la voix du peuple, mais pourquoi pas? Mais non, je pense que ça va laisser des traces et donc c'est vraiment une arme de division. Enfin, c'est vraiment une arme de division, oui, exactement. Et Pourquoi avant, en interne, dans les partis, ça n'avait pas, il y avait pas de division? Si, il y a des divisions, C'est ça c'est une publicisé, évidence. on Mais le là, fait. dans la mesure où vous êtes obligé, pendant tous les débats, de dire exactement les différences qu'il y a entre vous, parce que quand vous faites un débat pour la présidentielle, évidemment, il y a aussi ce type de débat. Mais vous êtes en face de partis différents des vôtres. Donc, évidemment, vous êtes en train de défendre les grandes idées de votre parti. Alors que là, le socle est commun. Donc, il faut vraiment qu'ils pinaillent sur des détails. Et puis, vraiment, un peu pinailler quand même. Y a-t-il que des détails? Il suffit de prendre la primaire actuelle de la droite et du centre. Il n'y a pas que des détails d'un programme à l'autre. Non, il n'y a pas que des détails. Mais du coup, il faut peut-être s'affirmer un peu trop, plus libéral, plus progressiste, plus social, moins social, etc. Et ça laisse quand même des traces. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est quand même une campagne. Il y a des petites phrases désagréables, il y a des petites piques désagréables. Et du coup, après, on se dit, mais comment vont-ils se réconcilier? Et c'est le problème. Comment vont-ils se réconcilier? Ça a bien marché pour la gauche en 2012. Oui, il y a eu la primaire ouverte. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a donné aussi envie à la droite d'organiser sa propre primaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était 3 millions de votants. Ça avait catapulté Sauf que c'est Hollande. pas dans l'esprit. Excusez-moi, je vais vous couper, ce n'est pas dans l'esprit de la droite la plus bonapartiste où le chef doit Enfin, le émerger. chef, en 2012, qu'est-ce qui lui est arrivé, Nicolas Sarkozy? Je veux dire, l'image du chef en avait pris un coup sérieux. Et puis, encore une fois, la droite a bien vu que quand même Hollande est arrivé à l'élection présidentielle en 2012 fort de cette énorme image qu'il avait acquis au détour de sa victoire aux primaires. Il y a même un Premier ministre actuel qui faisait 5% lors des primaires, Manuel Valls. La primaire, justement, nous l'avons dit, en Corse, a-t-elle laissé des traces?
C'est encore un peu tôt peut-être pour le dire. En tout cas, Oui, on va ce voir qui comment les gens vont se réunir, se réconcilier et se regrouper derrière des candidats. Vous C'est savez vrai que c'est en parti. Corse, la droite a souvent été divisée. C'est vrai. Et ça donne oui. un supplément de division peut-être division existante. Regardons à Ajaccio. Et les élections du conseil départemental, c'est là où il faut remonter parce que Première finalement division, les c'est vrai. divisions, elles ne sont pas liées à la primaire. Donc Non, effectivement, mais est-ce que ça ne va pas les accentuer ? peut-être d'une certaine manière. En tout cas, la ligne de faille, elle est d'autant plus nette. Ça, c'est évident. Mais je crois, regardez, là, il y a finalement les ralliements qui se font. Je pense qu'effectivement, pour Laurent Marcangeli, en particulier, qui a défendu Juppé, les résultats sont très durs. Mais je pense que lui-même doit les relativiser pas mal, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les gens ont d'abord voté. C'est une élection nationale, donc ce sont d'autres ressorts qui sont en jeu. Et par contre, à mon sens, ce n'est pas une grande surprise que Sarkozy, d'ailleurs, se soit imposé si magistralement en Corse. Alors, est-ce que, selon vous, la primaire ne renforce pas l'idée qu'il s'agit de désigner un homme d'un parti, la présidentielle? Je vais revenir à ce que disaient Debré et le général de Gaulle, mais c'est un homme au-dessus des partis. Est-ce que là, un homme qui doit rencontrer le peuple, un homme qui doit rencontrer la France, c'est ce que disait le général de Gaulle. Est-ce que là, finalement, on ne se retrouve pas face à quelqu'un qui est juste un homme de parti? Mais vous ne croyez pas alors que dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy aurait dû s'imposer? C'était quand même lui. Je ne sais pas. Non, mais c'était lui le patron de l'UMP avant de se lancer dans la bataille. Est-ce que c'est finalement tant que ça l'homme du parti qui Mais il est sûr aussi que les partis ont eu quand même très peur. Quand on regarde un petit peu le nombre de candidats aux élections présidentielles, en général, c'est aussi entre 9, 10, 12 rarement. Et c'est vrai qu'en 2002, il y avait quand même 16 candidats. Et les 16 candidats, donc les Verts, les droites, etc., a divisé en fait le nombre de candidats au premier tour des présidentielles. On a eu le résultat qu'on a eu. Donc du coup, il semble Vous pouvez le rappeler. C'était les socialistes, enfin Jospin a été éliminé dès le premier tour. On s'est retrouvé avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Donc on a l'impression que effectivement c'est une date un petit peu qui historique et que c'est pour ça que maintenant on ne veut plus qu'il y ait 2 candidats verts, 2 candidats de droite, 2 candidats de gauche. Enfin voilà, pour éviter cette. Ça a été l'accélérateur de l'organisation de primaires en France. Le risque du Front National au premier. En 2007, il y avait tour. déjà des primaires au Parti socialiste, mais c'était des primaires fermées. Ségolène Royal avait gagné. C'était pas des primaires ouvertes. Voilà, mais après donc le choc de 2002. Après le choc de 2002, en effet. C'est la manière dont les partis en fait s'organisent en amont même du premier tour pour éviter que le Front National, c'est ça qui a accéléré les choses au niveau de la primaire des primaires en France, que le Front National s'impose et soit présent au second tour. En tout cas, une chose qui est certaine, qui va peut-être vous réunir, c'est que c'est une formidable machine de guerre de communication. Il vampirise l'ensemble des médias, la preuve, nous en parlons nous également. Et notamment pour le camp de l'opposition. Exactement. Qui va aussi organiser sa primaire avec peut-être la présence du président sortant, ce qui serait quand même quelque chose d'unique en France. Ça, qui n'arriverait peut-être pas à droite. Si Fillon est effectivement président, autant il n'y aura pas de primaire à droite, c'est dans leur statut. Allez, les 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments, primaire, modèle démocratique ou arme de division interne. Marie-Jo. Écoutez, je crois que François Fillon a dit très récemment c'est une compétition, ça ne doit pas être une guerre. Et je pense que cette petite formule résume assez bien ce que deviennent les choses. Ça devient très vite une guerre, effectivement. Et quand c'est une guerre avec, je vous le disais, des coups bas, des informations assez désagréables, ce qui est en train d'ailleurs de se passer, c'est en train de s'amorcer dans ce sens-là, je pense que ça laisse des traces. Ce qui fait qu'ensuite, c'est vrai qu'on a un homme qui représente le parti, on est d'accord, mais est-ce que derrière, les électeurs qui se sont mobilisés pour soutenir leur candidat vont être vraiment convaincus pour aller voter pour quelqu'un contre qui ils se sont battus pendant... C'est pas évident. Regardez, les Américains, ça a quand même laissé aussi des séquelles. Et est-ce qu'Hillary Clinton, face à Bernie Sanders, elle l'a pas payé plus tard? Ouais, c'est fort probable, même si c'est vraiment dans la culture... Les primaires, c'est vraiment dans la culture américaine. Et dans leur constitution. Et dans leur voilà, constitution, que nous, c'est pas du tout dans nos Exactement. règles. Sébastien, primaire, modèle démocratique aux armes de division interne. Bienvenue dans la démocratie d'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment là-dedans. À partir du moment où on s'est extrait de la logique où chaque parti faisait émerger son candidat, on permet désormais à l'ensemble de la population, qui se reconnaît quand même un minimum d'une sensibilité liée en l'occurrence là dernièrement à la famille de droite, eh bien de s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus collectif. Les gens peuvent avoir la sensation d'être davantage impliqués. Maintenant, je me pose quand même des questions sur l'exercice démocratique.
politique. On va multiplier les primaires, semble difficile de revenir désormais en arrière, ce qui veut dire que les électeurs sont de plus en plus sollicités. Ça pose même la question de l'intérêt de garder finalement un premier tour à l'élection présidentielle française. On a parlé des primaires de la droite et du centre. Il y a eu aussi les primaires des Verts, Yves Jadot. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir débattu et je vous retrouve très vite. Les sondages ne cessent de créer la polémique, vous le savez. Nous posons la question, les sondeurs sont-ils définitivement hors jeu? Et nous essayons d'apporter des éléments de réponse avec l'historien Paul Tourkidorian et évidemment le sondeur Jérôme Paoli. Bonsoir à vous deux. Ah, le sondeur face à l'historien. L'historien est militant d'ailleurs. Hein. Nous disons toute la transparence dans cette émission jusqu'au bout. Alors, l'historien, je l'ai dit, Paul Tourkidorian, vous connaissez, il revient souvent. C'est un régulier, un pilier de Pendant le 20h. Jérôme, c'est la deuxième fois que vous êtes ici. On va vous voir très régulièrement, évidemment. Mais je vais commencer par vous parce que la parole est à la défense. Vous n'avez pas vu venir. Alors, quand je dis vous, c'est générique. Vous représentez la profession. Le sondeur. Vous n'avez pas vu venir le Brexit, ni l'élection de Trump, ni la domination de Fillon. Et il y a quelque temps, l'élection des nationalistes à l'Assemblée de Corse. Et là, vous allez me dire, mais non, Philippe, je l'ai vu venir. Peut-être même Marc Angel, il y a quelque temps, à la ville d'Ajaccio. Êtes-vous définitivement hors jeu, mon cher Jérôme? J'allais dire pas du tout. Les affaires continuent. Plus que jamais. Si je voulais faire une petite plaisanterie rapide. Non, vous parliez de Fillon depuis quelques jours avant les primaires. Tous les sondeurs ont montré qu'il y avait une dynamique qui était en train de se créer, que les mouvements bougeaient et qu'il allait se passer quelque chose. Donc ça a été mesuré. Vous parlez des États-Unis. Sur les élections aux États-Unis, quand on prend les résultats, on s'aperçoit par exemple qu'Hillary Clinton a fait beaucoup plus de voix que Trump. Donc, quand on fait des sondages et qu'on interroge les gens, les intentions de vote, par exemple sur les États-Unis, ils allaient naturellement vers Clinton. Alors après, le problème de fond, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens, et même le monde politique, ou les observateurs, prennent les résultats d'un sondage comme le résultat d'une élection. Ce qui n'est absolument pas le cas. Un sondage, ça mesure des tendances. Ces tendances, elles bougent, elles évoluent. Il y a des campagnes électorales qui font aussi changer justement les opinions. Et parce que sinon, on ne ferait pas de campagne électorale. On prendrait un sondage, on dirait c'est Juppé qui est président, qui est en tête, donc il est président de la République. Maintenant, il y a des campagnes électorales, il y a des débats télévisés. À la sortie du dernier débat sur les primaires, par exemple, les sondages ont montré que Fillon avait vraiment explosé. Et ça... de l'avant-dernier débat. Ouais. Sur le dernier, tout le monde a dit c'est Fillon qui a gagné ce débat. Et bien ça s'est répercuté au moment de l'élection. Mais ce n'est pas les sondeurs qui votent. Oui, et puis le Donc sondage... il ne faut pas confondre les choses. Ouais, c'est une expression que vous utilisez, les sondeurs, c'est un instantané, hein, c'est une photographie à un moment donné. Les sondages ne se trompent jamais car ils n'ont pas vocation à prédire. Ces mots sont de Laurence Parisot, qui avait un institut de sondage également. Alors, Paul? Non, moi, je me pose la question de l'utilité du sondage. En même temps, c'est une... Vous me la posez, en fait, vous autres qui commentons l'actualité. Commentons l'actualité. Non, je me pose réellement la question de l'utilité, parce que le sondage, qui est un outil de probabilité, de mathématiques, en tout cas, de psychologie, un peu de psychologie sociale, etc., statistique, en tout cas. C'est pas pareil, les probabilités et les statistiques. Voilà, non, mais je reviens à ce que je disais. Sur les statistiques, moi j'ai l'impression que c'est surtout un outil à dire est-ce que le verre est à moitié plein, est-ce que le verre est à moitié vide. C'est-à-dire que selon où on se positionne, on peut faire dire aux chiffres, bon, c'est un lieu commun de le dire, mais on fait dire aux chiffres ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression que plus que de questionner l'opinion publique, et là aussi on pourra approfondir parce que je ne pense pas qu'il y ait une opinion publique globale, il y a des opinions individuelles agrégées. Donc le sondage, c'est effectivement un instantané, mais qui sert celui qui l'utilise. C'est-à-dire que, voilà... non, mais les sondages, si vous voulez, les sondages qui sont faits... la problématique qu'il y a, c'est que quand vous prenez un sondage avant une élection présidentielle, par exemple, si ce sondage-là était le résultat de la présidentielle, c'est qu'il y aurait un vrai problème. Bien sûr, mais moi, la question que je me pose, c'est finalement... Par contre, pourquoi... Alors, la question, c'est pourquoi on fait un sondage 2 ans avant? C'est ça la question. Et pourquoi on en fait un an avant, 6 mois après? On le fait parce qu'on mesure l'évolution de l'opinion.
Et on mesure pas. On ne cherche pas à prédire à chaque fois le résultat de l'élection ou des élections en général. Ce qu'on regarde, c'est des tendances qu'on mesure. Donc on s'aperçoit que, par exemple, sur la primaire, c'est devenu très vite un vote anti-Sarkozy. Bon, mais ça s'est mesuré, parce que c'était pas uniquement pour qui allez-vous voter. Il y a des questions complémentaires. Voilà. Donc les sondages, ils servent à ça. Ils servent à mesurer des opinions, des évolutions d'opinion. Et Parisot le disait très bien, on n'est pas des prédicteurs. On n'est pas là pour dire tu vas faire tant le 12. Moi, la présidentielle en mai 2017, je ne connais pas le résultat. Non, bien heureusement. Et même si je fais un sondage, et si on fait. Mais justement, moi, ce que je pense plutôt, c'est que ça peut être évidemment, dans le meilleur des cas, un outil d'analyse politique, un outil de science politique. Mais c'est un outil d'analyse politique. Mais ce qu'on en a fait, ce que les instituts de sondage en ont fait, c'est de la quantophrénie. C'est-à-dire qu'on veut mesurer tout le temps pour donner une opinion, une tendance. Et j'ai l'impression que plus que de mesurer cette tendance, cette opinion publique, quelque part, on participe de la fabriquer. Parce qu'on le sait très bien, quand on donne la gagne à quelqu'un, on joue en sa faveur. Et pas toujours. Souvent, c'est le cas. Et j'ai vraiment l'impression que ça reste encore une fois plus un outil de communication des politiques ou en tout cas des grands publicitaires que sont souvent aussi les politiques. Et puis que derrière, j'ai un peu de mal à voir vraiment l'utilité. Puis on le voit sur Trump. On parlait des électeurs. Là aussi, la posture est importante. Vous parliez des électeurs, du nombre d'électeurs. Mais est-ce que ce sont les électeurs qui votent pour le président américain, les grands électeurs? Il y a un problème. C'est une élection qui est très particulière, l'élection américaine. Les sondeurs aux États-Unis ne travaillent pas de la même façon que les sondeurs en France. Alors, aussi. si on évoque ça, la Corse, vous êtes à la tête d'un institut de sondage, vous travaillez beaucoup, d'ailleurs, avec notre chaîne, vous avez travaillé pour les précédentes élections, notamment pour les élections territoriales. Est-ce que c'est difficile, plus difficile d'ailleurs, Jérôme, de sonder en Corse qu'ailleurs? Je pense que c'est plus difficile. Je pense que c'est plus difficile parce que j'allais dire qu'il y a des comportements qui sont très difficiles à mesurer, globalement. C'est quoi? C'est la proximité, la promiscuité qui fait qu'aussi on n'ose pas dire... on va pas... La méthodologie, je suppose que c'est au téléphone, c'est toujours... Globalement, c'est utile pour le téléspectateur. C'est toujours la même méthodologie. C'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Donc les quotas, c'est une représentation de la population qui est collée à l'image que fait l'INSEE, donc où il y a tant de personnes qui ont entre 25 et 35 ans, tant de personnes qui ont entre 35 et 45. Donc ça représente par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, par lieu géographique, etc., etc. Alors, est-ce que c'est plus difficile en Corse? Vraiment? Vous le ressentez? On sent que c'est difficile d'avoir les bons chiffres. Mais comme c'est pas le but du jeu, c'est pas très grave, parce que sur le fond, les tendances qu'on mesure, sauf cas exceptionnels, qui souvent ont une explication très précise, sont mesurées. Si on prend la dernière territoriale, par exemple, où effectivement, dans les sondages qu'on avait réalisés, Paul Jacob était arrivé avait obtenu un score meilleur que celui qui avait été prédit, mais la tendance globale qui montrait qu'il y avait une vraie dynamique nationaliste, elle avait été mesurée, que la gauche, globalement, la masse qu'on avait mesurée à la gauche, était identique. Alors après, il y en a eu un peu plus pour Bouki, un peu moins pour Bouki, un peu plus pour Jacob, machin. Mais la masse globale était présente. Donc, j'allais dire, on arrive quand même à mesurer les tendances. Mais ça ne mesure que ça. Je reviens sur ce que je disais précédemment. Pour moi, c'est un bon outil, mais a posteriori. C'est-à-dire c'est un outil d'analyse de fluctuations, justement, politique ou de l'opinion publique, on dira, pour schématiser. Mais je pense que les sortir avant un scrutin, comme on le fait systématiquement maintenant pour tout, les sondages, l'homme préféré des Corses, l'homme politique préféré des Corses. C'est de vos sondages, de vos enquêtes préférées. C'est une enquête préférée qui revient souvent. Et quelque part, on se demande où est la portée. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus dans la communication que dans réellement l'outil statistique qui va Mais permettre... c'est intéressant de mesurer ça. Alors, la personnalité politique préférée, c'est un peu... Je suis absolument d'accord avec le résultat. Qui a gagné? On va répéter, parce qu'on va recontextualiser. Qui est sorti vainqueur de Gilles Siméon. Gilles Siméon. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que, en général, quand les sondages sont favorables aux hommes politiques, ils trouvent que c'est un outil absolu et qu'il est merveilleux. En revanche,
Dès que c'est défavorable, on devient les méchants, Voilà. qui veulent déstabiliser, on est évidemment manipulé, Bien sûr. puisqu'on on déstabilise le... Mais ça, c'est très intéressant. C'est quand ça arrange le politique, tout va bien. Dès que ça arrange plus, on est la pire espèce. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des sondages réguliers, comme on en fait par exemple pour le journal. Pour Parole de Corse, c'est le journal Parole de Corse. Où on mesure l'opinion sur les grands sujets. Par exemple, est-ce que les Corses sont favorables à une société d'économie mixte dans le maritime? Pour un homme politique, c'est intéressant aussi, ça devient un outil d'aide à la décision. Oui, parce que les sondages... C'est là où c'est dangereux aussi. Mais parce non, que vous non. interrogez par exemple 800 personnes, dont Mais si on est 400 dans le représentatif. rural. Mais qu'est-ce qui est représentatif de quoi? C'est ça De la le population. Le problème, C'est le principe. c'est celui-là. C'est le principe. C'est pas un problème parce que c'est très... Après, Alors là, pour le coup, c'est très problème moderne qui se mathématique rajoute aussi. et c'est très rationnel. Voilà, mais C'est très rationnel. Souvent, les décisions Mais humaines ce ne qui est sont pas intéressant, rationnelles. c'est après l'homme politique, il a deux attitudes par rapport au résultat d'un sondage sur une thématique. C'est l'opinion est avec moi ou il est contre. Après, je décide. Et l'homme politique, il est là pour décider. On a un exemple absolu qui est Mitterrand. L'opinion ne voulait pas la suppression de la peine de mort. Ouais. Donc il aurait pu dire, il avait cette information. Bien sûr. Et le sondage le donnait. Et cette information-là, elle était très importante. 80, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? On est un homme politique, on a deux actions possibles face à ça. C'est dire l'opinion ne veut pas, je ne bouge pas, et pas de vague. Et puis après, je suis un homme politique différent. Et je dis, ben moi, ma conviction, c'est que même si c'est contre l'opinion, j'y vais quand même. Mais ça reste un outil. Et ce n'est pas le sondage qui doit piloter la décision politique. L'homme politique, il est suffisamment intelligent, grand, éduqué pour prendre ses décisions. Par contre, qu'il ait des outils d'analyse, des informations, c'est un outil d'aide à la décision comme il y en a tant d'autres. Oui, c'est un outil d'aide à la décision. En l'occurrence, là, pour François Mitterrand, on va rappeler tout de même que plus de 70%, je crois, si mes souvenirs sont bons, plus de 70% étaient favorables à la peine de mort. Et sûr. il est allé complètement à compte courant Avec Robert Badinter. de l'opinion publique sur cette question-là. Mais la question étant, alors, du coup, qui commande les sondages? Est-ce que c'est un cas de conscience? Tiens, il nous reste quelques secondes. La personne qui va vous commander des sondages, c'est la transparence absolue? Allez, trahissez un petit peu les coulisses. C'est-à-dire Je ne sais pas si on vous demande sur une aide à la décision, justement, Non, mais sur l'économie mixte, le syndicat d'économie sociétés de mixte. sondage. Voilà. C'est quoi l'économie d'une société de sondage? C'est la tautologie, c'est ça. C'est très simple. Vous avez Très rapidement, parce qu'on a des chronos la après, face visible de l'iceberg, que sont les sondages publiés au moment des élections. Donc là, c'est médiatisé. Ça, ce sont les médias qui vous les demandent. C'est souvent les médias, et c'est souvent de l'échange d'ailleurs. Et ça permet de valoriser les marques. Donc vous avez BVA, Opinionway, enfin vous avez... Prévision. Mais après, vous avez des sociétés qui commandent des sondages et des cabinets ministériels. C'est des commandes pour avoir des informations, Ouais. justement. Nicolas Sarkozy, président de la République, paraît-il, gouvernait avec les sondeurs. Mais c'est pire que ça. Au niveau gouvernemental, il y a un service qui s'appelle le service d'information du gouvernement, Donc, qui commande régulièrement des sondages c'est sur de la tous les démocratie sujets. d'opinion. Ils ont besoin d'informations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des besoins d'informations. 40 secondes, c'est la règle de l'émission. On va pour reposer la question. Les sondeurs sont-ils définitivement hors jeu? Paul, c'est avec vous que je commence. Ben, je pense que selon l'endroit où on se place pour aborder le sondage, effectivement, ils sont hors jeu parce qu'on le disait très justement, ils ne sont pas là pour prédire l'avenir. À l'instant T, ils prennent une photographie X de quelque chose qui est en train de bouger. Donc je pense que c'est après coup, c'est après les élections, en l'occurrence, si on parle de politique, qui devient intéressant justement d'analyser les résultats et les évolutions des sondages pour voir les tendances, etc. Après, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas d'opinion publique, il y a des opinions individuelles agrégées et que ce n'est pas ni quantifiable ni mesurable et que ça dépend vraiment des individus eux-mêmes et pas des fluctuations massives de pans entiers de la société. Jérôme, 40 secondes. Les sondeurs sont-ils définitivement hors jeu? Je devine votre réponse, mon cher Jérôme. Je vais dire Suspense. non. Non, ils ne sont pas hors jeu parce qu'on revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est que on est là pour apporter des informations et qui sont après utilisées pour prendre des décisions. Donc on ne peut pas parler hors jeu parce que c'est des outils qui sont devenus naturels et obligatoires pour plein de collectivités, pour des entreprises. Donc là-dessus, il n'y a même pas de questionnement à avoir. Ouais. Après, vous disiez il n'existe pas d'opinion. Si, il existe des opinions. Et même on va aller plus loin, il existe même une opinion corse. Nous qui commençons à avoir fait pas mal de sondages en Corse, on s'aperçoit que les Corses, d'ailleurs c'est le slogan de la société qu'on a créée, c'est parce que les Corses ne pensent pas forcément comme les autres. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un différentiel, quelquefois, sur des grands sujets,
entre l'opinion corse et l'opinion Voilà. nationale. Ce sera le sujet d'un prochain débat. Existe-t-il une opinion publique corse? Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu sur ce sujet passionné et passionnant. Vous pouvez réagir évidemment sur hashtag PLH20, PL20H, pardon, sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment.